Bon, ben merci Lorenzo et surtout merci Michelangelo de m'avoir convié à ces retrouvailles, en effet, plus de 10 ans. Hein, l'exposition, comme tu le rappelais, c'est il y a plus de 10 ans. Et j'étais très très heureuse et stupéfaite de redécouvrir ton travail dans cette nouvelle perspective dont on va parler aujourd'hui. Tu me rappelais récemment que notre première rencontre avait eu lieu devant la cage dans les Tuileries, avant même l'exposition qu'on a fait au musée du Louvre. À l'extérieur. Dans le jardin des Tuileries. Et cette cage, on la retrouve à la Bourse du Commerce en ce moment. Bon, et donc en fait, cette cage, pour moi, elle est très importante parce que c'est vraiment le piège. Tu nous prends vraiment dans un piège. Bon, j'espère qu'ici, on n'est pas pris au piège, mais il y a cette idée de ces miroirs qui nous prennent, ce côté magique de tes miroirs. Ce que j'ai adoré dans cette exposition, avant d'en parler en détail avec toi, c'est d'abord ce titre, Nouvelle perspective. C'est à la fois quelque chose qui nous porte vers le futur, qui est très optimiste, ce qui est très très rare dans l'art d'aujourd'hui. C'est une exposition extrêmement joyeuse. On parle un peu, j'ai vu dans les textes que tout il y a un côté, au bon sens du terme, de jeu d'enfant. Il y a ces couleurs, ces jeux, cette liberté que je trouve extraordinaire. La façon dont tu peux renouveler indéfiniment ce tableau miroir que tu as inventé, ouvrir toutes les possibilités possibles, et même une exposition que tu introduis ou que tu conclus par ta vision de l'histoire de l'art, pour inscrire donc le tableau miroir dans une certaine histoire de l'art. Oui. Alors je pense qu'on m'a peut-être fait appel à moi aussi parce qu'il y a un Picasso. Vous savez peut-être que j'ai longtemps travaillé au musée Picasso. Évidemment, pour moi, c'est formidable d'associer ces fameux papiers collés mais repeints de Picasso. Comme tu le dis très justement, Picasso a fait éclater complètement l'objet. Donc ces trois moments qui sont ici présents, c'est donc la perspective, celle de Piero della Francesca. Tu parles aussi beaucoup à un moment du cubisme, qui fait exploser complètement la perspective, qui creusait le tableau en ramenant tout sur le plan du tableau, et aussi la matière réelle des objets. Et puis l'apparition de la photographie que tu utilises dans les miroirs. Et Mondrian, qui, après le cubisme, lui, reste sur le plan du tableau complètement. Donc là, en effet, on a trois moments. Mais le plan du tableau, il faut peut-être le percer. Et là, c'est là où tu fais appel à Fontana et à ce fameux percer la toile. Donc, je voulais te demander, alors aussi l'autre impression que j'ai eue, en-delà de l'émerveillement, de l'inventivité, de la liberté, c'est de constater qu'il y avait quand même une sorte de retour à la peinture, tout d'un coup, dans ce travail. Puisqu'il y a des parties peintes, il n'y a plus uniquement la photographie, la toile réapparaît. Et est-ce que ce retour à la peinture, pour toi, a coïncidé avec cette volonté d'inscrire ton travail dans une certaine histoire de l'art moderne? Tu parles de... merci d'abord à tout le monde. À toi et tout le monde. Mais je veux dire, tu parles d'un retour à la peinture. Mais je ne l'ai jamais abandonné. C'est vrai, pardon. La peinture a toujours resté derrière le miroir. Tu sais, les premiers tableaux miroirs que j'ai faits en utilisant le métal poli, je les collais sur des toiles. Parce que je ne voulais pas abandonner la toile. Parce que c'est de la peinture. C'est la figure que j'ai figée vient de l'histoire de la peinture. Le miroir n'a pas d'histoire lui-même. C'est la peinture qui a l'histoire. Donc, c'est le concept de donner une image au miroir à travers la peinture. L'image que j'ai fixée, même si c'est photographie, c'est le produit qui vient de la peinture jusqu'à la perspective de la Renaissance, hein, qui fait que la peinture devient petit à petit quelque chose qu'on ne s'attendait pas, que c'est la science. La peinture se transforme en science avec Piero della Francesca qui fait une peinture mathématique. C'est la perspective du progrès moderne qui amène à la science, et la science développe
après la perspective dessinée. C'est un dessin de ce qui va se passer à travers la science qui arrive à la photo. Mais c'est la photo qui donne ce sens d'un point final. On est arrivé. Donc la science est arrivée, donc il faut abandonner l'idée que la peinture soit utile, n'est plus utile à représenter. Il y a la photo. Mais alors, ils se sont posé la question, qu'est-ce que c'est l'art? C'est quelque chose qui est fini avec la photo ou qui peut recommencer autrement? Alors, encore là, c'est un autre concept, même si ce n'était pas une perspective, mais c'est une perspective de comment on peut trouver une perspective, mais à l'intérieur de l'art même, psychologiquement intérieur, ce qui n'est plus seulement la reproduction, mais la reproduction explode avec Picasso, qui est un exemplaire extraordinaire. Mais vous voyez, là c'est de la toile, c'est toujours la toile. Il y a même la cornille, vous voyez la cornille ancienne, hein, là. Il y a une cornille qui encadre, cornille, c'est pas juste. C'est mieux, cadre, c'est mieux. Le cadre qui est un cadre ancien, qui rappelle l'histoire de l'art à travers le cadre. Vous voyez, c'est pour ça que les dernières œuvres, là, que j'ai fait maintenant, ils sont encadrés. Tandis que le miroir, il n'a pas besoin d'être encadré parce que c'est infini, ça continue. L'encadrement ici est fait par la figure qui est figée, qui fait l'encadrement, qui amène l'histoire de l'art sans besoin d'un cadre, mais à travers la peinture elle-même. C'est la peinture fixée là. Mais la peinture, qu'à un certain moment, a besoin de la photographie pour donner une réponse au miroir. Mais la réponse au miroir ne peut pas être une image inventée par moi. Elle doit être le même système d'images qui sont projetées dans le miroir et doivent être sur la surface. Donc, dans le tableau miroir, je suis sorti autant que je suis l'auteur, mais autant que protagoniste, totalement personnalisant. C'est plus moi, je suis un être humain qui a amené l'art à ce point-là de voir que les êtres humains, ils peuvent se représenter, mais pas seulement avec en œuvre d'un moment, mais de tous les moments possibles, tous les temps possibles qui sont là. Donc moi je suis un représentant de l'être humain, mais je ne suis pas personnellement actif dans le sens de mon expression. Tandis que du moment que je suis arrivé à casser le miroir, pourquoi j'ai cassé le miroir? Parce que le miroir, il n'est pas seulement image, c'est de l'image, mais c'est de la matière qui produit ce phénomène de réflexion. Mais la réflexion n'est pas au-delà de la nature, elle est aussi dans la nature de l'existant. Donc, alors il faut montrer que le miroir est fait par une matière. Alors je casse le miroir et je garde la réflexion, mais j'ajoute un élément qui est celui de la matière physique. Et en cassant la matière physique, on a la multiplication de regard, la multiplication de la réflexion, la multiplication de la pensée, la multiplication de l'intouchable. Mais avec le touchable, les morceaux sont touchables et intouchables en même temps. Et chacun de nous est un morceau. On est physiquement de la matière, mais on est en même temps de la même épaisseur. Nous sommes intellectuels, nous sommes intouchables, notre pensée. C'est pour ça qu'on est arrivé aujourd'hui à l'intelligence artificielle, qui est une façon de faire le tableau au miroir avec la technologie. Alors on va arriver, puisque tu fais un raccourci
Mais c'était pour dire que la toile a toujours été là. Du moment que je casse le miroir, la toile apparaît. Bien sûr. Non, non, tu as bien fait de préciser ça, ce n'était pas un elle était là, elle attendait d'être de briser. Ouais, pour donc, réapparaître. La matière est dans le miroir, mais aussi derrière le miroir. Et c'est l'élément qui a fait toujours, a été toujours le support pour la pensée. Et les premiers tableaux miroirs, c'était des toiles noires avec beaucoup de vernis qui commençaient à faire entrer l'image en mouvement. Oui, c'est la base. Oui, tu as parlé de la nouvelle technologie. Enfin, merci pour ce rappel sur la peinture. Je crois que c'est très important. Et en effet, c'est une réapparition plutôt de la peinture qui était toujours derrière. Peut-être avant d'aborder l'intelligence artificielle et les fameux QR codes qui sont aussi présents dans cette raccourci de l'histoire de l'art et de la création, tu as parlé du derrière le miroir. Et je me souviens qu'il faut éliminer 2 ou 3 choses qui nous viennent à l'esprit quand on parle de miroir avec toi, parce que je t'ai posé la question et tu as répondu très justement. Quand on parle de miroir dans l'histoire de l'art, on pense à Narcisse, forcément, le premier qui se regarde, qui trouve son image. On pense, d'un point de vue littéraire, à la traversée du miroir de Lewis Carroll, mais ça n'est pas du tout ton option. Et on pense aussi au stade du miroir de Lacan. On associe souvent le miroir à ces 3 choses. Racontez-moi un peu de Lacan, parce que tout le monde me parle de Lacan, je ne le connais pas. Donc Lacan est le très grand psychanalyste. Quel est le rapport avec... Parce que je suis ignorant. Non, ben moi aussi. Mais moi, je dois Même si j'ai fait une exposition récemment dans laquelle tu étais présent avec dans la salle Le Stade du Miroir. Bon, Lacan est un psychanalyste français quasiment qui vient après Freud et qui a beaucoup travaillé sur le langage, sur l'inconscient est structuré comme un langage. Et surtout, en 1936, après Freud, il invente un concept qu'on appelle le stade du miroir, qui est très connu dans l'éducation parce que c'est la première reconnaissance que l'enfant se reconnaît comme image dans le miroir. Différemment d'un animal. Voilà, exact. Et puis, comme personne. Oui. C'est le sujet, le jeu s'identifie grâce au miroir. Mais en même temps, ce miroir est un peu une illusion parce que c'est une image. Oui. Ce n'est qu'une image. Oui. C'est la vérité, mais ce n'est pas la réalité, ce n'est pas son corps. Oui. Donc il y a cette double, cette espèce de scission, de séparation qu'il y a entre les deux. Donc c'est très important pour le développement psychanalytique. Mais c'est vrai qu'on a aussi cette impression quand on expérimente des tableaux miroirs d'être dedans et pas dedans. On a aussi une espèce de « je suis là et je ne suis pas là ». On a aussi cette scission en deux. Et ce que tu me rappelais par rapport à Alice, c'est que toi, le miroir est une surface mûre, plane, contre laquelle on bute. Il n'y a rien derrière le miroir. En même temps, tu dis il y a la peinture derrière le miroir. La peinture, la tradition. L'histoire de la peinture. L'histoire de la peinture. Et aussi la toile. Toute l'histoire l'histoire qui a eu toujours besoin d'un support. Ben oui. À partir de la première œuvre d'art, le premier œuvre d'art qui était l'empreinte de la main sur la paroi de la caverne. Les grottes. Alors là, c'était la paroi de la caverne. Après, c'est devenu peut-être le mur, n'importe mur moderne. Et le livre d'abord. Hein? Il y a eu le livre. Dans l'histoire de la peinture, il y a eu un passage par les enluminures, La peinture a commencé aussi dans le livre. Oui. Mais avant. Oui, c'est ça. C'est un autre support. Oui, oui. Il faut toujours un support. Il faut toujours un support. Mais c'est là que il y a des moyens de transport de la pensée. C'est un mur est fixe, ne bouge pas, mais transporte dans le temps. Ouais. Oui, c'est comme les musées, sont très importants les musées, parce que les musées nous transportent. C'est un moyen de transport, c'est un train, c'est un avion, c'est quelque chose qui vient de très, très loin et nous amène à aujourd'hui, mais il y a toujours quelque chose qui est fixé. Et il y a aussi toujours, comme on dit, une matière, un médium, parce que sans le médium, la main n'aurait pas pu rester. Hein? C'est à cause qu'ils ont découvert la technique, la technologie du moment
qu'ils ont découvert la technologie pour faire que la main reste, c'est de la matière, c'est de la colle, c'est quelque chose. Ouais. C'était peut-être du gras animal, je ne sais pas. Mais la main virtuelle est encore là. La main naturelle, elle est morte tout de suite. Alors, c'est justement le pouvoir de ce qui n'est pas physique, de survivre au physique. Donc, c'est ce concept qu'on a comme désir et nécessité de l'immortalité. Oui, bien sûr. La main que je vois aujourd'hui, l'art que je vois aujourd'hui, la réalisation technique qui est le médium. Le médium, la technologie moderne, qu'est-ce que c'est là? Le QR code, c'est le médium. C'est un médium actif. Voilà, c'est le médium. Très important. Hein? Oui, j'ai regardé justement parce que je me posais toujours la question des QR codes. Que veut dire QR? Bon, c'est tout bêtement quick. Hein? Quick response. Tu savais ça, que QR code, ça voulait dire quick response? Quick response. Bon, j'ai regardé parce que je ne savais pas. Je reviens un peu à Picasso, puisque ce n'est pas un hasard quand même que tu aies mis ce tableau. Parce qu'avant de revenir à la peinture, Picasso s'est servi dans les papiers collés non seulement de représenter, mais de présenter justement directement le journal, la toile cirée, tous les éléments. Il a voulu essayer, pour se débarrasser de la peinture, l'invention du cubisme, c'est vraiment le papier collé. C'est je ne représente plus, je mets directement les objets. Et au bout d'un certain temps, il s'est mis à repeindre ces objets des papiers collés. La chèvre faite par la bicyclette. Ah ben alors ça, c'est plus tard. Non, mais je veux dire de prendre des éléments du réel et donner un autre sens. Il a eu toujours cette métamorphose par rapport aux objets du réel, absolument. Oui. Donc, alors, est-ce que tu peux, puisqu'on arrive un peu à l'intelligence artificielle, dire comment est venue cette idée de peindre des QR codes comme ça en couleur? De peindre la couleur, c'était grâce à Lorenzo qui est là, je ne sais pas, qui travaille avec moi, parce que moi, je ne sais rien de technologie. Oui. Je ne suis pas... Je n'ai pas fait une photo. J'utilise les photos, oui. Mais c'est quelqu'un d'autre qui fait les photos. D'accord. J'utilise le métal, c'est quelqu'un qui le fait. J'utilise tout ce que je fais, c'est pas fait par moi. Hein. J'utilise ce que l'être humain me propose et me donne comme matériaux possibles. Donc, puisque j'ai commencé avec, pour la première fois, ça fait 7-8 ans ou 9, en Amérique du Sud, c'était en Argentine, dans c'était la Biennale du Sud. Ouais. Et moi, je voulais proposer, il y avait plusieurs œuvres qui étaient liées à Città dell'Arte, les différents bureaux de Città dell'Arte. Le bureau politique, je voulais présenter l'art de la démopraxie, qui est une invention politique que nous avons fait, qu'on est en train de développer, c'est en bas aussi. Et donc, j'ai dit, mais comment on peut le faire? Il y a un petit livre, petit livrette, qui raconte comment ça fonctionne. Mais je vais mettre là tous ces livres, les gens vont les rester, c'est des matériaux, ça ne va pas. Je mets un QR code, je prends, à la place de mettre une sculpture ou de mettre un livre, j'ai mis un QR code sur un socle. Ouais. Et les gens pouvaient avoir ça. À partir de ça, j'ai dit, bon, mais c'est un phénomène formidable. C'est devenu l'œuvre d'art, il est devenu le QR code que j'ai commencé à développer. Je l'ai mis sur ma peau, dans le tableau miroir. Donc, ce n'était plus seulement une image d'un moment fixé sur le miroir comme ça, mais c'est comme si ce monsieur-là était plein de QR codes et on connaîtrait son histoire de lui, qu'on ne connaît pas. C'est l'histoire la mémoire. Je deviens un petit musée en moi-même, ou un livre en moi-même, avec le QR code. Mais surtout, c'est beau parce que je les ai mis sur ma peau,
comme des tatouages. Mais moi, je déteste les tatous. Je déteste. Parce que après, je veux m'en débarrasser, je ne peux pas. Mais puisque je les ai mis sur ma peau artificielle, je me suis sauvé la peau naturelle. Très, très bien. Donc, vous savez. Okay. Mais tout ça, ça a marché, ça marche. Et finalement, quand j'ai fait une trentaine de rencontres sur mon livre La formule de la création, qui est en bas. Oui, que j'ai lu hier. Il est à vendre aussi. Et il est à vendre. La publicité sert toujours. Non, mais tu peux parce que c'est formidable. Mais c'est la formule de la création. C'est peut-être les gens, ils disent, mais qu'est-ce que je m'en fais de la formule de la création? C'est normal, c'est difficile que tout le monde dise, bon, maintenant j'ai la formule de la création, qu'est-ce que je fais? Alors, il faut aider les gens à l'utiliser. Et voilà. Alors, j'ai fait des rencontres avec des personnages de la science, de la religion, de l'éducation, de la mode, de l'architecture. Avec chaque personnage, il y a eu une communication, comme on est en train de faire nous maintenant, sur mon livre. Et après, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris ces rencontres, je les ai mis dans des grandes toiles 2 mètres sur 2, et chaque toile est une peinture abstraite. Ben oui. C'est une peinture. Alors, il faut les donner de la couleur. Et finalement, on est fini pour demander à l'intelligence artificielle de produire elle-même le tableau. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a toujours, tout revient à la toile. Tout revient au support. C'est la toile, parce que dans quelques années, même si pas avant, on ne saura plus ce que ça veut dire un QR code. Parce qu'aujourd'hui, on l'utilise. Comme hier, on utilisait les cassettes. Les cassettes. Qui sait utiliser encore les cassettes aujourd'hui? Tout passe vite. La toile ne passe pas vite, elle reste. Absolument. La pierre, sculptée avec les grands mots, reste. Voilà. Alors, pour moi, j'avance. Métaphysique. Méta, ça veut dire plus loin. Oltre en italien. Autre, plus loin. On va toujours plus loin, mais moi, je vais tellement loin que je reviens. Ça y est, comme une boucle. Je vais très loin, mais je reviens. Parce que dans le miroir, je me regarde, je suis là, ici, je suis ici devant moi. Mais dans la perspective, je suis déjà aussi en même temps au fond du miroir, qui est à l'infini. Je suis infini, moi-même, dans ma petite dimension humaine. Infiniment petit, j'existe pour un instant, mais je suis toujours partie de l'univers, même quand je ne serai plus là. Donc, c'est ça qu'il faut savoir, qu'on est éternel jusqu'à quand l'univers existe, pas plus que ça. Donc, on est toujours dans la relativité, quand même. C'est toujours relatif. Ce qui est passionnant dans tout ce que tu dis, c'est en effet cette dimension philosophique, on pourrait dire, de ton travail. Il est toujours accompagné, en effet, de tes textes, de ce que tu dis, et c'est extrêmement pédagogique, mais au bon sens du terme. Je pense qu'on rentre très, très, très bien dans ton discours, et c'est passionnant, tant sur l'histoire de l'art, mais sur une forme d'humanisme, d'universalisme et de politique. Donc, tu arrives à articuler un peu toutes ces sciences humaines à l'intérieur de cette pratique qui apparemment est assez simple matériellement, assez cadrée. L'art a toujours été au service de la religion, au service de la politique. Maintenant, la religion et la politique doivent être au service de l'art. L'art doit se prendre la responsabilité, pas laisser la responsabilité à la politique et se plaindre, ou bien être heureux ou se plaindre à cause de quelqu'un qui te donne la permission d'être heureux ou qui t'oblige à pleurer ou t'oblige à mourir pour des raisons que tu ne peux pas contrôler. Alors l'art doit prendre le relais du système de la pensée. La pensée traduit en réalité.
C'est pour ça que Città dell'Arte est né avec ce propos, avec cette raison pour ce propos. Et alors, on peut aussi parler des troisièmes paradis, puisque tout ça est synthétisé dans le troisième paradis. Et ce qui est formidable dans l'exposition aussi, c'est qu'on peut voir tous les, je ne sais pas combien, des centaines ou des dizaines de troisième paradis, des milliers, j'ai l'impression, que tu as fait avec des gens, avec des bateaux. Et chacun le fait de sa façon, il n'y a pas deux. Ben oui, à chaque fois c'est différent, oui. Ouais. Comme je pourrais personnellement faire des milliers d'œuvres différentes l'un de l'autre avec une formule. Avec une formule. Ouais. Ça marche, hein? Bien sûr. Ça marche. C'est pas, moi, je ne suis plus nécessaire. C'est nécessaire la formule. Je me retire, la formule continue. Continue sans toi, absolument. Voilà. Et là, si on revient à cette très belle exposition, ce qui m'a frappé aussi, c'est que, bon, en effet, la peinture avec la toile réapparaît, mais aussi les formes, à cause du découpage. De loin, on voit des tableaux abstraits, on voit des tableaux pop, on voit des formes organiques, biomorphiques. Tout d'un coup, les tableaux créent des formes. Alors, c'est lié au découpage, c'est lié à la cassure, et il y a aussi ce jeu de positif-négatif, un peu comme de l'op art, surtout le noir et blanc. Il y a du blanc en bas, il y a du noir et blanc, il y a de la couleur, toutes les couleurs primaires. Donc, tu es arrivé à une multitude de solutions, enfin, ou de propositions, toujours avec le miroir. Moi, je pense que la poésie de vivre, la poétique de la vie doit vraiment surgir quand on aura trouvé finalement le système d'une paix, la paix. On aura éliminé le monstre, qui est une fabrication culturelle, qui est une fabrication faite par la création humaine, le monstre. La nature ne fait pas de monstre. La nature elle se nourrit d'elle-même, elle se mange. Mais elle n'est pas on ne peut pas dire que la nature a une responsabilité, comme je dirais, éthique. Elle n'a pas d'éthique. C'est l'être humain qui doit avoir éthique. C'est la grande invention. C'est l'éthique. L'éthique, ça veut dire aussi la responsabilité sur ce que tu fais. Donc, la première chose pour moi, ce n'est plus seulement une question esthétique sans éthique. Bien sûr. L'esthétique, c'est la forme, et l'éthique, c'est le contenu. Qu'est-ce que c'est éthique pour l'art? C'est quelque chose qui est moral. C'est la morale. On a toujours cherché qu'est-ce que c'est moral, qu'est-ce que c'est immoral. Le moral et immoral, ou bien naturel, artificiel, il y a toujours cette dualité. Il faut savoir que le troisième paradis est fait, qui est la formule, mais c'est plus facile. Si on dit la formule, la création, les gens ne savent pas bien quoi faire. Mais avec le troisième paradis, ils comprennent bien qu'il y a un premier paradis qui est la nature, un deuxième paradis qui est l'artifice, c'est notre vie sociale. Il faut trouver l'équilibre entre les deux. Alors, il faut mettre l'artifice et la nature ensemble et voir si aujourd'hui on est en train de détruire la nature à cause de l'artifice. Donc, nous, on est capable de créer le monstre. Mais le monstre est culturel, artificiel. C'est la création monstrueuse de l'être humain. C'est pour ça que la création doit être prise par les mains de quelqu'un que j'appelle artiste, qui doit redresser le chemin, la perspective du futur. Ce n'est plus la perspective seulement de la Renaissance qui amène à la modernité, mais c'est la modernité qui est dépassée par la perspective du futur, la perspective qui n'a pas de limite. Là-dedans, on a toute notre responsabilité. Donc cette nouvelle perspective. Quand tu parles de monstre, c'est aussi le mal pour toi, ou c'est pas une notion de mal? Le mal par rapport au bien, que tu appelles le monstre qu'on crée, l'humanité, c'est aussi le mal. Monstre, voilà. C'est une question qu'ils m'ont posée plusieurs fois quand je parlais de la création. J'ai dit, mais avec le même système, tu peux créer le monstre, bien sûr. Mais parce que la catastrophe faite par la nature ne sont pas des monstres.
sont des catastrophes pour nous, parce que le tremblement de terre, c'est une catastrophe. Mais c'est la nature. Ouais. Nous, quand on fait un tremblement de terre, on le fait parce qu'on le produit culturellement. Donc, c'est la guerre. La guerre, c'est le monstre. C'est la possession de quelqu'un vers quelqu'un d'autre qui doit être introduit, tiré dans une culture qui fait que l'autre culture n'a pas d'importance. Non seulement n'a pas d'importance, mais elle est utile pour être utilisée comme les esclaves, par exemple. Les esclaves, tu esclavisé. Mais quand tu arrives, pas seulement ça, mais par exemple à tuer des innocents, des gens qui n'ont rien à voir, mais parce qu'ils sont partis d'une autre culture. Donc, étant d'une autre culture, sont comme des bêtes, des animaux que tu peux manger. Comme le lion mange la chèvre, tu peux manger quelqu'un qui est d'une autre culture. Et ça, c'est la guerre. Ça, c'est la conquête. C'est ça. Donc, on a une responsabilité de dire que la nouvelle perspective amenée par l'art doit éliminer la guerre, doit éliminer le fait qu'un être humain tue un autre être humain pour se nourrir, pour s'en faire du pouvoir, pour créer une forteresse de pouvoir. Et alors, dans cette époque que nous vivons en ce moment, avec des guerres très menaçantes, la religion qui devient de plus en plus envahissante, tu avais fait cette très belle œuvre très universelle sur toutes les religions que tu mettais ensemble. Ici en France, c'est un... Oui, avec la religion bouddhiste, tous les monothéismes mélangés, plus... Marseille, voilà. Dans l'hôpital. Alors, tu as cet optimisme de croire au pouvoir de l'artiste, de pouvoir... Absolument. S'il n'a pas ça, pour moi, l'art, c'est nul. Ne sert à rien. Nul. C'est fini. L'art, c'est fini. Ouais. Il n'y a plus de perspective. Ouais. Ouais. Donc ça, c'est quand même très... Vraiment, c'est fini. Mais l'art, c'est quelque chose qui est dans chacun de nous. Puisque tu as dit, l'enfant qui se regarde dans le miroir, il se reconnaît. Il faut se reconnaître être humain. Sujet, oui, comme être humain. Absolument. Il faut se reconnaître et se prendre la responsabilité qu'on n'est plus des animaux purs. Les animaux sont arrivés à des niveaux d'intelligence, mais naturels, mais nous sommes artificiels. Formidable. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on n'a pas exploré, parce que tu as fait une telle vision du monde et du but de l'art magnifique aujourd'hui. Mais tout ça va se réduire dans une nécessité d'organiser réellement des structures politiques, surtout l'enseignement. Par l'enseignement, bien sûr. Quels sont les moyens? De créer les enseignants qui puissent enseigner comment devenir des enseignants. Oui. Et c'est aussi le rôle de Città dell'Arte, où tu essayes aussi d'avoir ce lieu pour pouvoir diffuser ce genre de message. Des jeunes qui viennent de partout dans le monde, mais qui ont une sensibilité artistique, mais qui veulent ne pas la traiter seulement comme phénomène à part, mais dans la société. À part dans le monde, mais qui le traite avec une conception de connexion avec le monde. Et ça, c'est l'école, art et le monde. Là, bien sûr. Et alors, tu as parlé aussi des relations avec la science. Est-ce que la science peut nous aider aussi par rapport aux catastrophes du monde? Mon travail, finalement, depuis quand j'ai fait le premier tableau miroir, est phénoménologique. Oui, c'est la base. Mon travail est totalement scientifique. Mais c'est artistique en même temps. C'est une chose que la science a comme système le trajet de la science est poussé pour une sorte d'imagination, de propos qu'on sent qu'on peut faire, mais on ne peut pas dire que c'est la vérité comme plutôt fait la religion, que dit « moi je pense que ça devrait être comme ça, donc c'est comme ça ». Non, la science ne dit pas « donc c'est comme ça ». Peut-être c'est comme ça, peut-être c'est pas, je ne sais pas.
mais on va vérifier, et la science vérifie si ce qu'on pense est bon ou c'est faux. C'est éliminer le faux et garder le bon. Ça, c'est la science. Mais la science ne se pose pas dans une condition d'engagement intellectuel et comme je dirais, de perspective culturelle, de perspective de la création. La science s'arrête à ce qu'il peut montrer. Ouais. Et ça, c'est bien. Mais moi, en tant qu'artiste, j'arrive là où on peut démontrer et je fais encore un pas plus haut, en avant. Parce que je n'ai pas les moyens pour dire c'est vrai, mais avec le concept scientifique introduit dans le système artistique, je fais le même travail que la science, à travers le visuel, à travers le tactile, à travers la cassure, à travers d'autres systèmes physique, qui ne sont pas de l'examen physique de l'existant. Mais la chose incroyable, c'est qu'avec la formule de la création, je suis arrivé exactement où est arrivée la science. Donc, la science dit l'univers est né comme ça, dans la connexion de deux éléments, espace-temps et masse-énergie. L'espace et le temps sont dans le tableau. Sont dedans. Tu le vois dedans. Et où est la masse-énergie? C'est nous devant le tableau. C'est espace-temps et masse-énergie. L'un ne peut pas faire. S'il y avait seulement le miroir, il n'y avait pas la masse et l'énergie, on n'aurait rien dans le miroir. Oui, le vide, oui. Oui, absolument. Si on n'y avait pas le miroir, la masse et l'énergie n'aurait pas ni de temps, ni de l'espace pour exister. Donc, c'est l'origine de l'univers. Et tu as dit, peut-être pour conclure, qu'on était immortel et infini. Infini. Tu peux expliquer ça? Quoi? Tu as dit à un moment que même si on meurt, on est immortel d'une certaine façon. L'immortalité. Oui. Alors, la seule chose que je peux dire, qu'il n'y a rien d'absolu. Oui. Dans le sens qu'il y a une chose qui est là pour toujours. Tout se passe par relation. Il y a toujours deux éléments. Parce qu'il n'y a pas quelque chose qui est fixe. Non. Tout est mouvement tout le temps, oui. Vous avez vu dans la pandémie la dernière pandémie, non? Oui. Vous voyez, chacun était à la maison. C'est créé un vide incroyable. C'était le vide total. La société était paralysée. Et ce vide est le cercle central des trois cercles. C'est le vide. Si tu ne permets pas aux choses de se rencontrer dans ce vide, c'est la mort. Rien ne marche. C'est la relation, la relativité. Après comment se chiama, la maladie qu'on a eue. Covid, oui, le Covid. Le Covid. Maintenant, tout le monde essaie de rattraper ce phénomène, de reprendre, parce que c'est la relativité. Il n'y a que la relativité. Donc, la relativité, ça c'est un contresens ou pas? Je ne sais pas. C'est absolu. La relativité est absolue. Mais l'absolu n'existe pas. Formidable. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions éventuellement ou est-ce qu'on peut encore aborder on parle d'aller plus loin. Oui. Je peux imaginer, mais je peux pas garantir. Oui. Ah oui, mais c'est l'imagination qui permet. Qui est le temps de l'immortalité qui est limité à la durée de l'univers. De l'univers, absolument. Mais après, peut-être, il y a un possible regard dans ce vide qui amène de nouveau à d'autres univers. Oui. Ça, on ne sait pas. Oui. Mais je ne vais pas faire comme l'erreur qu'ont fait les religions de dire « oui, je sais ce qui existe ». Je ne peux pas le savoir. Il me faut la preuve. Voilà. Non. Formidable, Michelangelo. Merci infiniment. Merci à toi. Merci beaucoup.
Et tu nous élèves. Dans ce monde de l'art si compliqué, tu nous donnes une élévation spirituelle qui est extrêmement utile et importante, et donc je te remercie. Merci à vous aussi. Bien.